Ça fait 2 mois que j'ai posé mes fesses sur cette terre pelée. Depuis, je n'ai presque pas bougé. Je me lève parfois pour détendre mes muscles, prévenir les courbatures. Campée sur mes 2 jambes, je sens les fourmis se dissoudre, se noyer dans mon sang, et je vois l'horizon descendre un peu comme pour me faire plaisir. Je le contemple alors d'1 mètre plus haut. Quand j'en ai assez, je m'assois, mes bras entourant mes chevilles. Je parviens même à dormir dans cette position. Si je me couchais, j'aurais les pieds ou la tête dans l'eau. Les courants sont si forts qu'ils m'emporteraient. Je ne sais pas dans combien de temps mon île cédera sa place à l'océan. Chaque jour, mon espace diminue et l'eau commence à lécher mes orteils. Le soleil brûle aussi ma peau depuis 2 semaines. Mes parents prétendent qu'il y a longtemps qu'il me brûle la tête, qu'il a déjà cuit mon cerveau. Ils disent qu'ils sont toujours aussi furieux, mais je ne les crois pas. Ils sont juste très malheureux à cause d'Olga. Et ils ont peur pour moi. Ce qui peut encore les mettre en colère, c'est de ne pas savoir si j'ai fait le bon choix. Moi aussi, je suis triste. Mais tout a changé si vite que je n'ai pas encore pleuré ma sœur. Je suis montée sur la colline et la prophétie s'est réalisée, plus de 2 siècles après avoir été prononcée. Notre prophétesse, c'était une petite fille aux yeux noirs, perçants, qui semblait vouloir déchirer le papier des photos. Elle trônait sur toutes les commodes du village, et bien qu'elle soit morte vieille et impotente, tout le monde conservait le souvenir de la Pythie à 6 ans, les cheveux ébouriffés dans le bazar de l'arrière-boutique du magasin de ses parents. Elle avait grandi auprès d'eux, dans une maison qui donnait sur la place et qu'on a conservée telle qu'elle, la maison de la prophétesse. Il me faisait rire ceux qui avaient plastifié sa photo de manière à garder son visage intact malgré l'inondation. Ça a été un raz-de-marée, un véritable engloutissement. L'eau a forcé les portes et les fenêtres et fait le vide dans les maisons. Les habitants se sont épuisés à nager contre les courants, à faire usage de leurs branchies toutes neuves. Ceux qui ont survécu ont tous les cheveux blancs, même les plus jeunes. Pendant la catastrophe, je m'accrochais aux 3 brins d'herbe qui poussent au sommet et je pensais très fort aux autres, à tous ceux qui étaient restés en bas. L'eau a finalement épargné ma colline et mes provisions sont restées bien au sec. Je suis demeurée 3 jours sans nouvelles de personne. J'étais fascinée par l'eau verte, opaque, sous laquelle se cachait notre village et toute la presqu'île. On aurait dit que rien n'avait jamais existé en dehors de mon île, de ma frêle personne et de mon sac à provisions. Le soir du 3e jour, j'ai aperçu Olympe qui nageait dans ma direction. Elle se démenait comme un petit chien paniqué et ses 2 grands yeux écarquillés lui faisaient la bouille d'une otarie. Elle a posé sa queue de poisson sur mon île, alors assez grande pour loger une dizaine de personnes. Elle ne parlait pas, elle soufflait, tentant de remettre en marche ses poumons. J'ai embrassé mon amie avec fougue, heureuse de la savoir en vie, désolée par ce visage fripé, ses cheveux déjà gris, son air de petite vieille. Elle m'a ensuite raconté comment ça avait été difficile de faire fonctionner ses foutues branchies et comment elle s'était laissée porter par le courant, concentrant ses efforts sur sa nouvelle respiration. Elle avait eu de la chance, et mes parents aussi. Ils faisaient partie des privilégiés qui avaient regagné leurs pénates englouties et comptaient me rendre visite après s'être un peu reposée. Olympe respirait avec bruit entre chaque mot. Je sentais qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Ses yeux fixaient mes jambes. Elle ne pouvait sans doute pas s'en empêcher. Elle ne m'a pas parlé d'Olga, mais j'ai compris. Ma sœur, malgré tous ses efforts, avait toujours gardé de belles jambes blanches, comme les miennes. Elle les avait pourtant trempées pendant des années dans des bacs d'eau salée, selon les conseils de la prophétesse. En vain. Nous sommes restées jumelles jusqu'à la fin. Quand Olympe a dû replonger, l'air faisant trop souffrir ses poumons, elle m'a promis des visites. Elle donnerait des nouvelles de moi et on se relayerait pour m'apporter des provisions. La nuit était enfin tombée, Olympe s'enfonçait dans l'eau verte et je tardais à m'endormir, fixant la lune avec un semblant d'animosité. C'est à cause de la lune que tout a commencé. Elle aurait dû rester bien sage, à bonne distance, ne pas changer le ressac en marée. La prophétesse s'appelait Orlane. Elle n'allait pas à l'école et vendait les bonbons du magasin de ses parents. Il lui arrivait même d'assurer la fermeture de la boutique le soir. À la pleine lune, elle restait souvent tard dehors à regarder l'astre briller, comme fascinée. Une nuit, après avoir nettoyé le magasin,
elle avait contemplé la lune sans songer à se coucher. Le lendemain, elle vendait des bonbons et des babioles aux clients, comme d'habitude. Ce qui avait changé chez elle, ça n'est pas qu'elle était fatiguée de ne pas avoir dormi. Non. Ses yeux brillaient même d'une étrange lueur. Ils étaient devenus d'une effroyable vivacité, comme si toute l'énergie de son petit corps s'était rassemblée dans son regard. Ce qui avait changé chez elle, c'était sa façon de rendre la monnaie. Elle faisait signe aux clients d'approcher et lui délivrait à l'oreille quelques mots sur la lune qui avait bougé, sur les marées qui seraient plus violentes dès le lendemain et sur cette immense vague qui finirait par les engloutir. Les sirènes survivront était la conclusion de sa prophétie. Après, seulement, elle déposait dans la main des habitués l'argent qu'elle leur devait. L'attitude d'Orlane fit jaser dans les chaumières. Personne n'aurait prêté attention aux paroles de l'enfant si un vieux pêcheur, quelques années auparavant, n'était mort en parfait triton, ses jambes s'étant au fil des années transformées en queue de poisson. Bien sûr, le vieil homme passait aux yeux de certains pour un imposteur, mais quantité de villageois encore en vie avaient connu cet homme poisson au langage chevrotant qu'on transportait dans un baquet d'eau salée afin d'assurer la mobilité et de conserver la souplesse des écailles. Ça aurait pu être un de ces monstres de foire comme les femmes à barbe ou les frères siamois, parcourant le monde au sein d'un cirque, si les villageois, craignant le mépris des gens des villes, n'avaient souhaité rester discrets. À l'époque, notre village faisait partie du continent et les habitants des villes puissantes et proches menaçaient d'étendre leurs agglomérations jusqu'au village. Ils méprisaient le caractère superstitieux des villageois et n'auraient pas eu d'état d'âme. Le pêcheur avait donc vécu parmi les siens et son existence est restée si secrète que peu de monde, quelques décennies plus tard, croyait encore en sa merveilleuse transformation. Orlane avait pourtant réveillé de vieux souvenirs, un morceau de l'histoire commune. Et la nuit qui a suivi sa prophétie, chacun se demandait ce qu'il fallait penser des élucubrations de la gamine. Le lendemain était un jour de grand soleil. Pendant la nuit, sans faire de bruit, l'océan avait fait du village une presqu'île et des villageois des presques insulaires, rattachés aux deux villes par un mince bras de terre. L'océan battait sur les côtes comme un pou d'hommes effrayés et tous se pressaient à la porte du magasin des parents d'Orlane. Ils voulaient savoir quand viendrait la grande marée, celle qui devrait les immerger, et souhaitaient connaître plus de détails sur cette histoire de sirène. Orlane, épuisée par les questions incessantes, avait perdu de son incroyable énergie. Elle ne connaissait pas la date de la grande marée, mais demeurait persuadée qu'un jour ou l'autre, la lune se rapprocherait encore, et que son attraction aurait des conséquences terribles pour leur village, et peut-être pour la terre entière. Le seul conseil qu'elle pouvait donner à chacun était de tremper les jambes dans un baquet d'eau de mer le plus souvent et le plus longtemps possible, dans le but de les voir un jour se couvrir d'écailles, comme celle de cet ancêtre qui aimait tant la mer. Il y a eu des sceptiques. Malgré la réalisation d'une partie de la prophétie, cette marée gigantesque qui ne s'était pas retirée, certains ont éprouvé le besoin de vérifier l'existence de ce triton mort depuis plus de 50 ans. Parmi les hommes qui se sont chargés de l'exhumation, il y avait même son petit-fils qui, ne l'ayant jamais connu et malgré les photos du vieillard, s'était toujours méfié de la légende familiale. Lorsqu'ils ont ouvert le cercueil, les sceptiques sont restés comme médusés face à leur découverte. Le squelette de cet homme se terminait en queue de poisson. On ne distinguait pas de jointure, pas de bricolage particulier à l'endroit où le tronc humain se fondait en arête. Sorti du cercueil, il tenait bien en un seul bloc. Les 4 profanateurs s'en sont allés avertir le reste de la population. Ils n'ont pas été punis pour leur forfait. Leur geste avait permis de confirmer ce que tous avaient du mal à croire. Le scepticisme était vaincu. Le squelette du triton a été exposé dans le musée et plus personne n'a eu le droit de mettre en doute les termes de la prophétie. Le salut viendrait, pour le village, de sa propre mutation. Comme tous les enfants du pays, j'ai vu le squelette au musée. Depuis 200 ans, c'est la première sortie pédagogique. On nous farcit la tête de conseils de trempette depuis notre plus jeune âge. Mes parents, mes grands-parents ont tous été élevés dans cette discipline. La première génération d'apprentis ondins n'a jamais vu de résultat. Ils ont pourtant fabriqué les premiers baquets. Depuis le caprice de la lune, les marées étaient devenues trop violentes pour qu'on se baigne dans l'océan.
On n'allait plus pêcher. Et d'ailleurs, si quelques poissons s'échouaient sur la plage et qu'on avait le temps de les récupérer, il ne fallait pas les manger. Ceux qui avaient gardé leurs anciennes habitudes alimentaires étaient enfermés pour anthropophagie. C'était toujours le cas à mon époque, avant la dernière catastrophe. On avait conservé dans la vieille bibliothèque quelques livres de cuisine contenant des recettes interdites. J'allais consulter des ouvrages avec la bénédiction du bibliothécaire, un marginal. Mes ancêtres ont donc perdu leur temps à laisser mariner leur arrière-train. On a vite monté les baquets sur roulettes et les enfants ont appris à faire des courses de bac et à se déplacer avec les mains. Quand ils souhaitaient se dégourdir les jambes, ils pouvaient échapper à la vigilance de leurs parents, eux-mêmes emprisonnés dans des bacs peu maniables et souvent incapables de les rattraper. Cependant, la crainte de la grande marée tenait les habitants de tous âges dans une rigueur exemplaire, chacun guettant l'apparition d'éventuelles écailles et avec elles la promesse de survivre à la catastrophe toute proche. Si les premières générations savaient encore marcher, l'arrivée des tout premiers mutants confirma l'utilité de la trempette, et on a bientôt vu quelques villageois qui ne s'étaient jamais tenus debout. Quand les premiers bipèdes ont muté, on les a décorés de médailles, comme s'ils avaient bien travaillé. En réalité, ils n'avaient pas plus macéré que les autres. Ils profitaient juste des aléas de la mutation. La glorification de ces premiers de la classe renforça la motivation de ceux qui se risquaient parfois à protester contre leur triste condition de baquet. Les mutants sont ensuite devenus de plus en plus nombreux, jusqu'à ce jour de ma petite enfance où le nombre d'ondins dans la presqu'île a dépassé celui des bipèdes. On a fait la fête dans la famille ce jour-là. Ma mère arborait depuis peu de temps une magnifique queue de sirène et mon père faisait partie des ondins depuis déjà plusieurs années. Ma sœur et moi assistions aux réjouissances avec peu d'entrain. Olga enviait nos camarades aux écailles prometteuses et craignait de ne jamais évoluer. Elle regardait nos parents, muette de jalousie et de peur. Quant à moi, je regrettais la mutation de ma mère. Elle qui avait eu des jambes si longues et si fines, devait à présent se traîner dans un baquet de manière disgracieuse et ridicule. Je n'ai jamais voulu perdre mes jambes et je n'ai pas beaucoup appliqué les consignes de sécurité consistant à laisser sa peau ramollir dans l'eau un nombre d'heures thérapeutiques par jour. Je me suis souvent sauvée du baquet et mes parents ont au fil du temps nourri à mon égard une inquiétude, mêlée de colère rentrée. Mon attitude confinait au suicide, disait-il. Mais je voulais devenir danseuse. C'était par goût, pas seulement par provocation. Bien sûr, j'ai été punie à l'école, ainsi qu'à la maison, et ma mère a pleuré. En voyant couler ces gouttes d'eau salée sur ses joues, j'ai eu peur de voir apparaître sur son visage de vilaines écailles, comme celle du cousin Octave qui avait bien failli muter de partout. La fréquence des transformations ayant augmenté ces dernières années, tout le monde s'accordait à prédire la seconde marée pour bientôt. Le soir, on regardait la lune avec inquiétude. On allumait des bougies devant les photos de notre prophétesse et ceux qui n'avaient pas encore muté trempaient dans leur baquet encore plus que d'habitude quand ils n'y passaient pas leur vie. Ces derniers temps, je devais me pencher pour parler à mes amis. Qu'ils soient déjà ondins ou non, ils devaient garder le baquet. Je visitais les uns et les autres, le soir, faisant circuler malgré moi les dernières nouvelles des mutations. On me posait des questions sur les écailles des voisins, si leurs genoux commençaient à se joindre, et je devais décrire précisément l'état de toutes ces jambes emprisonnées dans un bac d'eau stagnante. Le premier signe de transformation, c'étaient les chevilles et les genoux qui commençaient à sécréter une sorte de toile visqueuse. Les futurs ondins ne pouvaient alors plus sortir du bac, de peur de déchirer la frêle ébauche de queue de poisson. Ce qui attirait ensuite leur vigilance, c'était la parfaite humidification de chaque nouvelle écaille, afin de lui garder tout son brillant. Je contemplais avec dégoût les résultats de longues heures de macération. J'avais appris à garder pour moi les statistiques qui montraient que le temps de trempette n'influait pas beaucoup sur la vitesse de la mutation. C'était comme cela depuis 200 ans. Certains évoluaient, d'autres pas, et leurs efforts en ce sens ne changeaient pas grand-chose. J'ai donc fini par être la seule personne du village à me tenir debout, ce qui, malgré les oracles catastrophés de mes congénères, me donnait une liberté inouïe. Je n'allais plus à l'école
et je passais ma vie à la bibliothèque, me régalant de recettes et d'histoires interdites avec la complicité de mon ami, qui, malgré son anticonformisme, avait tout de même décidé de garder le bac, au cas où. C'est ainsi que ces derniers mois, je me suis passionnée pour la pêche, tentant de m'approprier par la lecture la technique et la poésie de cette activité disparue. Pendant que je menais courageusement ma résistance, c'était le drame à la maison. Ma sœur, malgré tous ses efforts, et elle avait été depuis toujours l'élève la plus assidue de la famille, conservait une peau blanche effroyablement humaine. On était une petite dizaine dans la presqu'île à n'avoir pas encore muté. Une semaine avant la catastrophe, j'ai dû me séparer de mon ami bibliothécaire qui commençait à se pourvoir d'écailles et, se sentant enfin élu, commençait à me fustiger pour mon indiscipline. J'ai essayé de rassembler tous les désespérés, de les sortir de leur baquet. En vain. Malgré ma rébellion, je n'ai jamais douté de l'imminence de la seconde marée. Je regrettais simplement cette mutation forcée et tout ce temps inutile qu'avaient passé nos ancêtres à essayer de changer de peau. Je me disais que des endroits resteraient émergés et qu'on pourrait y vivre sur nos 2 pieds. La colline qui surplombait notre village était haute de plus de 400 mètres. On aurait pu s'y réfugier tous ensemble. Comme ils n'ont pas voulu quitter leur bac, j'ai grimpé, seule, la colline. Jusqu'à son dernier instant, ma sœur a dû se concentrer sur la peau de ses jambes, flétries et dépourvues d'écailles. Comme promis, mes parents sont venus régulièrement. Ils me ravitaillent une fois par semaine. Depuis la grande inondation, la marée s'est apaisée. L'eau monte cependant de quelques centimètres par jour sur mon île et je ne peux rien faire d'autre qu'attendre. Au début, des ondins encore traumatisés par la perte des bipèdes restés au village, ainsi que de plus du tiers des mutés emportés par un mauvais courant, sont venus me rendre visite. Mais plus les jours passaient, plus j'attendais d'être engloutie, et mes camarades, que le voyage et l'air pur fatiguaient, n'avaient plus envie de discuter avec une condamnée à mort. Seuls mes parents viennent encore, et je sens qu'ils s'en veulent de ces années passées à me punir parce que je refusais de me baigner. Olga et moi étions jumelles, et si nous n'avons pas muté, c'est peut-être que nous ne le pouvions pas. Il fallait profiter de la vie avant. Debout. Ils doivent m'apporter à manger ce soir. Je resserre mes bras autour de mes chevilles. L'océan monte encore. J'ai les pieds dans l'eau depuis plusieurs heures, les fesses aussi, un peu. Je baisse les yeux sur mes orteils et pousse un cri d'horreur. 2 écailles brillent à mes chevilles et je ne vois plus mes pieds dans l'eau verte.